Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de En Bref avec Éric Landau. Bonjour Éric Landau. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Tu as décidé aujourd'hui de nous parler d'une décision du Conseil d'État, ou plutôt le Conseil d'État qui a demandé à l'Arcom de renforcer son contrôle sur CNews à la suite d'un recours déposé par l'ONG Reporters sans frontières. Alors, tu as eu l'occasion de t'exprimer à plusieurs reprises dans certains supports de presse, donc c'était intéressant de pouvoir faire une compilation en quelque sorte de tout ce que tu as pu dire. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots ce que dit cette décision du Conseil d'État? En gros, une loi de 1986 impose dans les radios et les télévisions une obligation de respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion. C'est pas nouveau d'ailleurs la Cour européenne des droits de l'homme dit à peu près la même exigence en d'autres termes. Et le Conseil d'État, qui est donc le juge administratif, impose cette même obligation, même aux émissions de variété, y compris TPMP par exemple. Et comme tu le sais, quand on se rapproche des élections, il y a des exigences supplémentaires qui s'y ajoutent. Ce qui se passait, c'est que l'Arcom avait un petit côté chronométrage facile et des temps de parole des uns et des autres. Ce qui a l'avantage de présenter une forme d'objectivité, même si c'est un peu ridicule, sauf que très vite, le Conseil d'État a validé ce qui était la position de l'Arcom de prendre en compte, par exemple, on a les frontières qui se brouillent, c'est-à-dire que les émissions de variété parlent de politique, bon, on va étendre aux émissions de variété. On a des journalistes ou des débatteurs, oui, mais qui sont souvent d'anciens politiques, je ne sais pas, bref. Ouais, on les voit. Julien Drey, plein d'autres. Ouais. Comment je les compte, etc. Donc là aussi, le Conseil d'État avait validé la position de l'Arcom qui était de les prendre en compte aux grandes dames. Je ne sais pas, le cas emblématique d'Éric Zemmour, par exemple, pour citer un autre cas que de l'autre côté par rapport à Julien Drey, etc. Enfin, il y a bien d'autres, à l'extrême droite, extrême gauche, centre droit, centre gauche. De ce point de vue-là, on est dans la continuité. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a un petit agacement parce qu'il y a pas mal de chaînes de télévision ou de radio qui sont un peu gonflées quant à la manière de gérer tout ceci. Ouais. La plus sanctionnée, ça a été CNews, mais ce n'est pas la seule, mais c'était de loin la plus sanctionnée. Je vais te donner deux exemples assez énormes. Dans un temps qui était avant des élections, mais sur la période où on n'était pas encore sous le temps purement préélectoral, l'Arcom avait calculé que le temps de parole de la majorité présidentielle d'une part et de LFI d'autre part avait été pour l'essentiel à une immense majorité près calé dans le temps de la journée entre minuit et 5h59 du matin. Ouais. Et que la droite et l'extrême droite avaient l'essentiel de la journée. La ficelle est un peu grosse, quoi. Autre exemple, CNews avait invité un homme politique tête de liste régionale pour le RN, mais qui était un ancien journaliste. Du coup, la personne avait été 9 fois présent à l'écran pour un peu plus d'une heure. Il avait été déclaré pour 7 minutes. Ouais, le reste étant passé en journalisme, alors que le mec était tête de liste régionale sur un parti politique important, évidemment que c'était gonflé. Bon, il y a d'autres illustrations qui abondent dans ce sens. CNews est multirécidiviste de ce point de vue-là, mais encore une fois, est-ce que CNews est la seule à faire du prosélytisme politique? J'en doute. Là, en l'occurrence, à droite, il y en a à gauche qui font du prosélytisme politique aussi de manière extrêmement militante. Toujours est-il que c'est face à ce prosélytisme. Lesquels on a non. Sur ce point, j'aurai une obligation de professionnelle. Et donc, on a quelques éléments. Alors, tu veux me dire, tout ça, c'est la continuité, du coup. L'Arcom dit qu'il faut intégrer les débatteurs, les gens qui ont un parcours politique et les émissions de divertissement qui s'amusent à faire de la politique. Mais cette neutralité se retrouve aussi dans le cas de TPMP, ça y est, une sanction, par exemple, sur la manière de commenter des décisions de justice. Au minimum, faut-il présenter les points de vue en présence et pas juste un seul point de vue pendant de longues dizaines de minutes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? À chaque fois, le Conseil d'État validait la position du CSA, puis aujourd'hui maintenant devenu Arcom. Et maintenant, c'est ce même régulateur qui se fait taper sur les doigts pour n'avoir pas été assez sévère, à la demande donc de Reporters sans frontières, ce qui évidemment a été très discuté quant au positionnement de cette association de part et d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Ce qu'il y a de nouveau, c'est que d'abord, c'est l'Arcom qui s'est tapé sur les doigts. Avant, le Conseil d'État disait est-ce que l'Arcom a bien fait? Le Conseil d'État disait oui, mais l'Arcom aurait pu faire plus. Mais la question était est-ce qu'il avait raison de sanctionner? Maintenant, le Reporters sans frontières dit est-ce que l'Arcom devrait être plus strict? L'Arcom dit non. Et l'Arcom se fait sanctionner pour ne pas avoir été plus strict. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Arcom, avec cette nouvelle décision, va devoir changer de logiciel. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, il y a une logique de comptabilisation du temps des uns et des autres, étendue aux journalistes, étendue aux débatteurs, étendue à certaines émissions de variété dans certains cas, ce qui glissait déjà vers du subjectif. À quel moment Cyril Hanouna fait-il de la politique, à quel moment n'en fait-il pas, à quel moment j'arrête mon compteur, c'est compliqué. Et maintenant, il va falloir apprécier l'indépendance. Alors accroche-toi, j'ouvre les guillemets, au regard de l'ensemble des conditions de fonctionnement d'une chaîne et des caractéristiques de sa programmation. Voilà évidemment qui a été salué par les uns en disant si je programme tout le temps un truc sur les crimes, sur l'immigration ou d'autres uniquement sur tel ou tel problème social, je change évidemment l'état d'esprit des téléspectateurs ou des auditeurs. Il n'en demeure pas moins qu'on voit, et c'est ce qui est évidemment critiqué par le groupe CNews, mais par beaucoup de gens, en disant attendez, on commence à sortir au minimum du côté un peu objectif du chronomètre pour apprécier l'importance de l'information au regard des autres conditions de fonctionnement. On glisse vers du subjectif et encadrer le contenu de l'information en fonction de données subjectives, c'est effectivement potentiellement au moins liberticide, disent ceux qui critiquent cette décision du Conseil d'État. D'accord. J'ai bien compris. Comment dirais-je? Est-ce que les conditions dans lesquelles CNews a eu son autorisation, par exemple, de paraître et de diffuser, étaient liées à justement cet équilibre dans. Oui, la loi l'impose et les cahiers des charges qui sont donnés aux entreprises. Je simplifie, mais oui, la loi l'impose et oui, les contrats qui sont passés avec ces sociétés pour pouvoir occuper l'espace public que sont les antennes ou les ondes reprennent ces obligations en les précisant. Donc, c'est une violation de la loi, c'est également une violation contractuelle, nous dit avec constance le juge. D'accord. On ne peut pas avoir en France, donc pardon, on peut avoir des journaux d'extrême droite, d'extrême gauche, machin ou autre, mais dès qu'on est à la télé, c'est un peu plus compliqué. Exactement, télé ou radio avec fréquence, une web radio, tu es beaucoup plus libre, mais oui, tu as ces obligations-là qui font contraste avec la réalité de ce que sont devenus les autres modes de communication et d'information en ligne. D'accord. Et on peut avoir une petite pensée quand même pour l'Arcom, dont le métier devient difficile. Alors, le métier de l'Arcom va devenir extrêmement difficile, mais dans un premier temps, les médias vont devoir s'adapter aussi. Oui, de quelle manière alors oui. Les médias vont devoir avoir des commentateurs facialement plus neutres et les thèmes des émissions devront être moins de nature à chaque fois, forcés dans le sens politique de la ligne générale de la chaîne. C'est-à-dire que les relations entre l'Arcom et les chaînes vont être évidemment encore plus difficiles parce que fondées sur des choses moins objectives et moins quantifiables. Et il va falloir travailler sur les positionnements des commentateurs et les thèmes des émissions pour que ça soit... on pourra avoir des commentateurs politiques, on pourra commencer à avoir des commentateurs comme on l'a sur les chaînes, mais dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait un équilibre un peu plus défendable sur ces questions de contenu des commentateurs et des thèmes des émissions. D'accord. Donc le CNews qu'on voit aujourd'hui ne sera plus le même bientôt ? Si leur autorisation est renouvelée, oui, ils seront obligés de montrer un peu plus patte blanche, mais aussi patte bleue et plate rouge, c'est-à-dire l'ensemble du spectre. D'accord. Est-ce que tu penses, au-delà de tout ça, Eric, que la télévision fait l'élection? Parce que là, c'est le plus important. Est-ce qu'on est dans un déséquilibre d'information démocratique, en quelque sorte, avec ce type de manifestation, enfin, avec ce type de médias? Ou est-ce que, moi, je cherche pas envie d'écouter CNews ou autre chose, je regarde ailleurs, j'écoute ce que j'ai envie. Bien sûr. Et la télévision fait-elle l'élection était un titre d'une étude très intéressante que j'avais lue en tant qu'étudiant dans les années 80. D'accord. À la fin des années 80. Et la réponse était plutôt non, même si on a tous les premières expériences et les preuves de ce que certains débats peuvent décaler de quelques pourcentages, certains éléments, mais avec un effet
peu long, mais bon, tout le monde avait retenu quand même l'effet du premier grand débat Kennedy-Nixon, qui avait fait déporter vers Kennedy quelques pourcentages d'électeurs. Néanmoins, l'effet à l'époque de toutes ces études était de montrer que c'était un effet limité et que les gens revenaient vite à leur vote initial au bout de quelques jours, donc le timing était essentiel. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même un élément qui est différent, c'est que autrefois, quelqu'un de droite lisait le Figaro, quelqu'un du communiste lisait l'Humanité, etc., etc. Mais en dehors de ça, il y avait moins d'enfermement. Aujourd'hui, quand tu es notamment dans les réseaux sociaux, Internet, tu as un enfermement, y compris dans les choix des followers ou des gens qu'on va suivre. Ensuite, on va regarder tel ou tel média en ligne qui vont conduire à ce que chacun est dans son couloir. On a beaucoup plus de mal quand même à faire société. Donc, on peut regarder tout ceci comme étant liberticide, on peut regarder aussi ceci comme étant la tentative de continuer à faire du vivre ensemble où les opinions des autres sont représentées, ce qui est évidemment plus positif. Maintenant, pour répondre à ta question, c'est sûr que si une télévision parle tout le temps de l'immigration et l'autre tout le temps de la pauvreté au regard des bénéfices de certains, ces deux télévisions ou ces deux chaînes de radio vont façonner l'opinion, qu'on le veuille ou non. Donc voilà, encore une fois, le but est d'avoir encore à défaut d'avoir du vivre ensemble, qu'on ait au moins une ouverture vers les modes de pensée des autres. C'est ça l'essence de ce régime aujourd'hui. D'accord. Mais on voit que c'est compliqué parce que ça qu'on revient pour l'Arcom à devoir étiqueter politiquement des éditorialistes, valider les thèmes des émissions. Il y aura des critères précis qui vont sans doute être forgés par l'Arcom, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est quand même pas très facile d'être côté Arcom aujourd'hui, c'est compliqué. Et ça va. Roselyne Bachelot, je dois t'avouer, et tu m'as sorti le cas de Julien Drey, qui, dans le propos aujourd'hui sur l'état de la gauche en France, je veux dire, n'a aucun. Enfin, je ne sais pas de quoi il parle. C'est un excellent exemple. Julien Drey, il y a 15 ans, tu l'étiquetais PS et tu le mettais dans cette case-là, et c'était pas faux. Aujourd'hui, c'est très discutable. Quand tu prends les gens d'un groupe, de toute manière, c'est comme si tu prends certains républicains critiques, tu peux te dire que ces temps de parole qui va être étiqueté les républicains, et il y en a un ou deux chez les républicains qui jouent contre leur camp d'une manière tout à fait remarquable. À quel moment on change de classement Eric Woerth, etc. C'est extrêmement complexe. Et puis surtout, tout ce calcul-là, il est contourné depuis toujours, enfin depuis au moins la loi de 86, avec talent par beaucoup de médias. Alors là, pour le coup, je pense qu'on peut raisonnablement dire que beaucoup de médias le font, c'est-à-dire que dans le camp qu'on aime bien, et c'est pas forcément la chaîne, c'est chaque journaliste individuellement, on va chercher des bons clients. Et un bon client, c'est souvent un bon débatteur de talent face à quelqu'un d'obtus et de caricatural, mais qui va attirer de l'audience. Donc, évidemment, si je suis de telle ou telle tendance, je vais adorer prendre un bon débatteur d'un camp que j'aime bien contre un imbécile absolu, mais qui, par sa caricature qu'il incarne, va attirer les médias. Et ce duel entre un imbécile utile et un débatteur talentueux est une manière de dire, regardez, j'ai fait du 50-50, alors qu'en réalité, on a totalement biaisé. Ça va demeurer. Tu peux pas faire autrement. Je pense que ça va jusque-là. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, que des journalistes le fassent est absolument pas nouveau. Je ne dis pas que tout le monde le fait. La plupart, cher Stéphane et amis journalistes, et je le dis à tous les journalistes qui me font l'honneur d'être soit des amis, soit de m'interviewer. Évidemment que vous ne le faites pas. Mais à côté, ailleurs, il y en a qui le font quand même. D'accord. Non, j'avais. Bon. La question de la liberté, bien sûr, se pose donc en termes de voilà. On est parti pour un long débat qu'on sent venir sur est-ce qu'on est en train de tuer la liberté de l'information ou autre. Et juste une petite question. Je veux dire, aux États-Unis, par exemple, on se pose beaucoup moins de questions. Je pense que les télévisions sont privées. Donc voilà. Est-ce on peut aller. PBS est public. Hein. Ah, d'accord. Et PBS c'est une bonne chaîne. Mais oui, non, évidemment, Fox. Non, mais est-ce qu'on peut le modèle de CNews reprend énormément de choses de Fox. Hein. Bien sûr, c'est Fox, bien sûr. Donc voilà, est-ce que la question de est-ce liberticide ou pas cette jurisprudence réjouit ceux qui agacent les partis pris de CNews et puis les autres chaînes, voilà. Les autres chaînes qui ont à droite ou à gauche un chaque choix éditorial partisan, il y en a. Mais évidemment que cette jurisprudence ne peut qu'inquiéter, quelle que soit sa pensée,
Parce qu'on glisse de quelque chose d'objectif vers quelque chose de subjectif. Mais en même temps, la manière que différentes chaînes ont eu, notamment surtout CNews, de contourner les règles, montre que ces règles étaient nécessairement à faire évoluer. Donc j'aurais été juge au Conseil d'État. Alors, je précise parce que un monde d'un tribunal administratif ou une conseil d'État est un magistrat, et un membre du Conseil d'État n'a juridiquement pas un magistrat. Mais passons. Donc, en tout cas, j'aurais été juge au Conseil d'État, j'aurais été très embêté. Si demain on passe en dictature, on aura fait un pas en ayant quelque chose de plus subjectif que du simple chronométrage. Aïe. Si en même temps on garde le droit existant, la loi de 86 est aujourd'hui tellement facilement contournée par les choix des thèmes et par des éditorialistes purement monocolores de part ou d'autre, ou presque monocolores, que ça devient trop facile à contourner. Donc c'est très compliqué. Retenons quand même un élément. Est-ce que c'est un pas vers quelque chose de potentiellement liberticide parce qu'on rentre dans le subjectif? La réponse est oui. Mais en même temps, n'oublions pas que ce qui est aujourd'hui imposé, c'est de montrer la diversité des opinions. Ce qui est l'exact inverse de ce que font les dictatures quand même. Et là, de ce point de vue-là, si j'avais été membre du Conseil d'État, évidemment que je me serais dit, attends, je rentre dans le subjectif, mais pour imposer une présentation de la diversité des opinions, de part et d'autre, ce qui là, pour le coup, reste quand même un maître étalon de la démocratie. D'accord. Il y a eu de grosses amendes, je crois, d'infliger, mais pas de décisions spectaculaires dans les dernières années ou pas? Enfin, ou alors, rafraîchis-moi la mémoire. Enfin, il n'y a pas eu de fermeture temporaire ou autre d'une chaîne ou d'une télévision. Non. On est resté uniquement sur des amendes, mais dont les montants ne cessaient de s'envoler. D'accord, ok. La distinction aussi entre médias d'information et médias d'opinion, est-ce qu'elle a encore un sens aujourd'hui? Parce qu'on tourne autour du pot, là, mais c'est un peu ça. Je veux dire, est-ce que quand on est... C'est ce que tu disais tout à l'heure, finalement. L'Humanité, Figaro, Libération assumait depuis toujours et assume aujourd'hui un positionnement politique. L'Humanité depuis toujours, le Figaro depuis toujours, Libération un peu depuis toujours, mais enfin quand même beaucoup depuis quelques années. La presse régionale se veut officiellement moins partisane. Mais c'est vrai que, autrefois, on avait l'idée d'une grande messe qui était à la télé, qui était en réalité orientée, mais qui se voulait un peu neutre, là où comme la presse régionale, là où la veine presse d'opinion. Mais c'est vrai que tout ceci est devenu un peu obsolète à cause des réseaux sociaux et des médias en continu, on l'a évoqué. Il n'y a pas que les réseaux sociaux, les médias en continu, à supposer qu'il y ait une opinion politique, au minimum, ce qui fait vendre et ce qui choque, ce qui fait vendre et ce qui fait peur. Donc, nécessairement, ça ne conduit pas à des modes de pensée modérés, évidemment. Donc, si on passe sa journée en info continue à ne pas avoir de la testostérone, comme dans les films d'action, toutes les 10 secondes, les gens zappent. Si j'ai des médias en continu d'infos, mais avec que des débats très nuancés, les gens zappent. Et puis, c'est autre chose. C'est qu'on a une multiplication des chaînes. Tu évoquais le cas américain. Il y a aussi une question de pur marketing là-dedans. Quand une télévision pouvait encore avoir 40% de téléspectateurs. Bon, moi, je me souviens de l'arrivée de la deuxième chaîne quand j'étais petit. Et voilà, j'ai 58 ans, donc ceci explique cela. Et elle devait rassembler. C'est-à-dire qu'indépendamment des exigences des pouvoirs successifs, de toute manière, on doit rassembler. Les mecs, ils devaient rassembler l'extrême droite au Parti communiste quand ils faisaient 40 ou 60% de part de marché. Quand c'était 30%, c'était encore le cas. Quand 15% devient un bon chiffre de part de marché pour une télé ou une radio, évidemment que le positionnement gagnant est le plus clivant, ou en tout cas un positionnement précis. C'est-à-dire que j'ai un positionnement sur la droite et les marges de l'extrême droite et puis quelques centristes agacés. J'ai un positionnement. Je ne vais pas essayer de plaire à la gauche, etc. Donc j'ai un positionnement cadre sup. Je vais aller vers le cadre moyen. Je ne vais pas essayer tout d'un coup de changer mon positionnement et de risquer de tout perdre pour choper 5% de plus de votes agricoles ou ouvriers. Et donc là, on a des positionnements marchés qui aujourd'hui, étant sur des petits volumes, favorisent des positionnements partisans. Mais au-delà de ça, c'est vrai que, est-ce qu'on impose de maintenir cette belle neutralité pour que les citoyens écoutent les autres, mais on est en décalage face à ce que sont devenus les médias en ligne et les médias en info continue à tout le moins, et on est à rebours de ce positionnement de marché, soit on abandonne, mais est-ce qu'on n'abandonne pas aussi le vivre ensemble? Une communauté nationale,
c'est composite. Il y a des gens qui ont différentes opinions, différentes régions, différents métiers, différentes formations. Mon prochain n'est pas nécessairement mon clone. Et là, ça soulève des questions de liberté, mais également de maintien dans l'esprit du citoyen de l'idée qu'il est possible de penser autrement que comme lui, avec d'autres raisonnements, ce qui est quand même très compliqué, indépendamment de la question purement juridique de la réglementation et de la législation. Bien sûr. La question qui se pose aussi sera peut-être la dernière, c'est de savoir quelle réglementation réaliste du paysage médiatique audiovisuel et allant dans l'intérêt général du respect du pluralisme, peut-on imaginer à l'ère d'Internet, cher Eric? C'est ça le problème, la fragmentation finalement des possibilités d'aller chercher ici ou là la confirmation de ce que l'on pense ou autre, fait que le débat n'existe plus. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, prenons Twitter qui souvent, notamment depuis que c'est X, est parfois le pire de ce qu'il y a. Il y a quelques évolutions positives, notamment la possibilité d'accrocher sur les tweets les plus discutables des éléments de commentaires, de fact-checking, de vérification, qui permettent de rappeler les choses à ceux qui retweetent. On a le droit qui impose aujourd'hui que les personnes publiques ne puissent que très rarement bloquer des followers ou des gens qui vont commenter sous votre post LinkedIn, votre tweet, Blue Sky ou autre. Il y a nécessairement besoin de renforcer les questions d'injures et de diffamation ou de droit de réponse sur ces trucs-là, mais c'est vrai que toutes les lois dans ce domaine-là sont, dans les pays démocratiques, bien embryonnaires, d'une part, et bien fragiles face aux déstabilisations des fermatrolles ou des nouvelles générations de ce qui était autrefois des fermatrolles et qui aujourd'hui se fait plus en réseau, pour lesquels, là aussi, notre démocratie est bien fragile. Et donc, on l'évoquait tout à l'heure, les régimes démocratiques sont fragiles au regard de règles qui essaient de faire du vivre ensemble au risque d'être liberticide ou d'accepter la fragmentation de la société avec beaucoup de manipulation. Aujourd'hui, cette tentative de la loi de 86 de garder du vivre ensemble se conçoit, mais l'essentiel de l'information se fait aujourd'hui, surtout pour les jeunes générations, par d'autres médias pour lesquels, en réalité, rien n'est prévu et pour lesquels des choses doivent être prévues. Est-ce que c'est nécessairement une règle très uniforme à la française? Non, c'est même pas l'échelle à laquelle ça se pose. Donc, il y a des questions d'éducation, il y a des questions avec toutes les personnes fact-checking. Et ce qu'on peut faire en droit, par contre, c'est d'être beaucoup plus strict avec sur les questions de droit de réponse, etc. etc. Ouais, qui, fatigué par tout ce spectacle, se détourne tout simplement aussi de l'information. Oui, chacun revient au fond de sa cave, mais dans cet isolement est compréhensible, y compris pour ne pas être complètement stressé et déprimé par des stimuli qui eux-mêmes se doivent d'être catastrophistes pour être lus. Mais en même temps, cette attitude individuelle qui est la nôtre, y compris parfois la mienne, face à ce déferlement d'informations stressantes, n'aide pas à faire du vivre ensemble. Or, un minimum de vivre ensemble est une condition de la démocratie. Absolument. Merci Eric Lando, c'était passionnant de t'entendre. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Au revoir à toutes et à tous. Merci.